tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Chers citoyens de pays, nous appellent, si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera de l'espérance promise à l'humanité, qu'on forge plus dans la foi, la patrie de la vraie fraternité, la patrie de la vraie fraternité, la patrie de la vraie fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur pro vérité. Bienvenue en ce 17 janvier 2025 sur votre plateforme préférée, le lieu par excellence où nous cherchons à faire la promotion de la vérité sans chercher à vaincre qui que ce soit. Merci de nous faire confiance et merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, nous aurons 3 sujets. Le troisième sujet que nous allons développer est un sujet qui est tiré du journal en ligne Média Afrique. Et ici, nous allons vous parler de comment les grandes armées du monde s'équipent sans faire de bruit. Et nous allons vous prendre le cas spécifique de la Côte d'Ivoire pour essayer d'étayer nos affirmations. Le deuxième sujet est un texte de notre père Koulibaly Martial. Et ici, nous allons vous parler des relations de voisinage et surtout jusqu'à quand l'hospitalité de la Côte d'Ivoire doit-elle rester à sens unique? Est-ce que c'est une obligation pour la Côte d'Ivoire d'être le pays qui doit toujours accepter de faire des sacrifices quand on sait que les rapports entre pays, tout comme entre les humains, doivent être des choses qui sont à double sens? Et le premier sujet est une analyse du journal en ligne le méridien.ci. Ici, nous allons vous parler d'un homme qui est assez spécial, compte tenu du bon travail qu'il fait. C'est le ministre de la Défense, le ministre d'État Ténébrahima Ouattara. Et donc, avant de toucher ces différents sujets, il est important, comme nous avons l'habitude de le faire, d'écouter ces vidéos. Et ici, voilà ce que nous vous faisons écouter pour l'instant. Vous imaginez une guerre entre l'Europe et les États-Unis? Non, ça n'existera pas pour une raison très simple. C'est qu'à part la France, tous nos alliés européens, et c'est bien le cœur du problème, sont équipés de matériel militaire américain. Il faut juste préciser que l'aviation danoise, ce sont des F-35. Ils en ont encore racheté l'an dernier pour essayer d'amadouer Donald Trump. Ces F-35 ne décollent pas si le Pentagone n'a pas fourni la clé électronique qui est renouvelée toutes les 48 heures. C'est hyper important ce que vous dites. Quand on achète un avion américain, quand on veut s'en servir, même si on est en guerre, on doit demander le feu vert de là-bas. Exactement. Si on n'a pas le feu vert, l'avion il reste au sol. Il existe une norme, la norme ITAR, qui est une norme. Si vous avez un composant américain dans des armes, les Américains ont un droit de regard. Les Français... C'est pareil pour les Rafales ou pas? Mais justement non. Les Rafales ne sont pas sous norme ITAR. Les armes françaises sont fabriquées de façon à ne pas être sous norme ITAR, ce qui est extrêmement important. Et donc, c'était une information d'ordre général pour ceux et celles que cela peut servir. J'ai trouvé utile de jouer cette vidéo pour amener les uns les autres à réfléchir et à surtout comprendre un peu comment le monde fonctionne et savoir que personne ne peut planifier de jouer contre soi-même. C'est vraiment très important. Et le deuxième sujet qui est aussi important, c'est cette vidéo que je vais jouer et que vous avez déjà.
C'est le cas du Sénégal où des populistes se sont mis à la tête de leur pays. Ils ont menti à leur population. Et après, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont pensé qu'ils auraient pu simplement mentir sur le pouvoir qui les a précédés et que cela allait suffire pour régler tous leurs problèmes. En réalité, voilà des gens qui ont flirté avec les régimes du Mali et du Burkina Faso, qui ont menti à la limite pour prendre le pouvoir au Sénégal. Et maintenant, une fois élus à la tête du Sénégal, ils retrouvent maintenant la réalité du pouvoir. Au lieu de travailler pour que les Sénégalais les jugent sur ce qu'ils sont capables de faire, ils ont pensé qu'en disant tous les problèmes du Sénégal, c'est Macky Sall et son régime, que cela allait résoudre leurs problèmes. Et donc, tous les mensonges qu'ils avaient faits, comme par exemple l'invention des comptes cachés ou des crédits cachés, comme si c'était une découverte que eux ils avaient fait, et en pensant que cela allait suffire pour dire que si eux n'arrivent pas à travailler, c'est parce que le régime de Macky Sall avait laissé des dettes cachées, alors qu'il n'en était rien. Aujourd'hui, maintenant, confrontés à la réalité, non seulement depuis ils sont là, ils ne font rien, les Sénégalais, leur vie ne fait que se dégrader, mais en plus de cela, ces gens-là pensaient que en faisant le populisme pour s'attaquer à de grosses institutions comme le FMI, cela allait leur permettre d'avoir de la popularité. Et derrière cette popularité, ils allaient se cacher pour ne rien faire et profiter du pouvoir. Mais la réalité les rattrape. Aujourd'hui, les Sénégalais sont en train de démonter son mensonge et de mettre ce mensonge-là à jour petit à petit. Ne serait-ce qu'à écouter cette Sénégalaise, vous finirez par tout comprendre ici. Alors, écoutons Ousmane Sonko. Pour la question liée à la restructuration, le Fonds monétaire et le Fonds monétaire a une part de responsabilité sur la situation que nous vivons. D'autres pays ont été dans cette situation. Je vais citer par exemple l'Égypte. Et le Fonds est venu appuyer l'Égypte. Les indicateurs de l'Égypte n'étaient pas plus reluisants que les nôtres actuellement. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre qu'on veuille nous imposer une restructuration dans ces conditions. J'ai plusieurs choses à dire par rapport à l'intervention de Ousmane Sonko. La première, c'est que c'est archi faux ce qu'il a dit. Le FMI n'a jamais exigé au Sénégal une restructuration de la dette. D'ailleurs, quand il a tenu ces mêmes propos lors de son Terra Meeting, la responsable de la communication du FMI est sortie pour démentir les propos de Ousmane Sonko. Elle avait déclaré que le Sénégal est un pays indépendant et que jamais le FMI ne peut exiger quoi que ce soit au Sénégal. Ce qui s'est passé, c'est ceci. Le Sénégal a sollicité le FMI afin que le FMI puisse décaisser un financement et l'accompagner dans son programme Sénégal Vision 2050. Mais quand Ousmane Sonko est sorti pour dire qu'il y avait une dette cachée, le FMI a bloqué le financement qu'il avait commencé à octroyer au Sénégal. Pourquoi? Parce que comme Ousmane Sonko l'a si bien dit, le FMI n'est pas une banque. Le FMI n'est qu'un facilitateur entre les créanciers et les pays qui souhaitent être accompagnés. Le FMI se porte garant et les créanciers font confiance au FMI en fonction de la solvabilité du pays qui souhaite être accompagné. Et quand Ousmane Sonko a déclaré que le Sénégal avait une dette cachée sous le régime du président Macky Sall et que le Sénégal avait menti pour avoir des financements, donc tous ces créanciers ont refusé maintenant de sortir une seule somme d'argent pour le donner au Sénégal à condition que le FMI valide. Et justement, pour permettre au FMI de débloquer le financement qu'il a bloqué, Ousmane Sonko a proposé un plan de redressement de l'économie du Sénégal. Le FMI a accepté de travailler avec eux, mais a posé ses conditions. Quelles sont ces conditions? Lever les subventions sur l'électricité, revoir le train de vie de l'État et beaucoup d'autres conditions. Si vous acceptez, nous allons partir auprès des créanciers, trouver de l'argent et vous financer. Si vous n'acceptez pas, bien évidemment, on ne peut pas vous accompagner. C'est ça que le FMI vous a dit. Et ça va dans le cadre de la restructuration de la dette. Le FMI n'a jamais exigé quoi que ce soit au Sénégal. Ousmane Sonko, quand est-ce que tu vas arrêter de manipuler comme ça la population sénégalaise? De toute façon, c'est de ta faute. La deuxième chose que je voulais dire, tu as déclaré que quand l'Égypte était dans ces conditions, le FMI a soutenu l'Égypte. Mais je vais te poser la question. Est-ce que le premier ministre de l'Égypte à cette époque était comme toi? Est-ce que le premier ministre de l'Égypte à cette époque sortait tout le temps pour menacer
leurs partenaires bilatéraux. Ils sortaient tout le temps pour faire un semblant de franc-parler, pour attaquer tout le temps leurs partenaires. Est-ce que le Premier ministre à cette époque humiliait comme ça son président de l'Égypte? Est-ce que le président de l'Égypte était comme notre président qui ne prend pas ses responsabilités pour te limoger? Parce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sait en âme et conscience que tant que tu es le Premier ministre du Sénégal, rien ne marchera dans son quinquennat. Alors, comment veux-tu, avec ton comportement condescendant, ton comportement anti-républicain, que les créanciers fassent confiance au FMI pour financer quoi que ce soit au Sénégal? Eux, ils ont l'habitude de travailler avec des hommes d'État, pas avec un homme de détail comme toi. La dernière chose que je voulais dire, tu dis que l'existence de la dette cachée ne fait plus débat au Sénégal, mais c'est faux. Le rapport qui stipule qu'il y a une dette cachée, tu n'es même pas capable, Ousmane Sonko, de montrer ce rapport depuis que les avocats du président Macky Sall demandent ce rapport. Donc, mieux tu arrêteras cette manipulation, mieux ça sera pour toi. Au lieu de rester là à pleurnicher comme une fontaine, il faut aller travailler. N'est-ce pas, tu déclares que tu es panafricaniste et que le Sénégal n'a pas besoin du FMI pour s'en sortir. Alors pourquoi tu cours derrière ce financement pour pouvoir réaliser quoi que ce soit avec ton gouvernement? Il me semble que quand tu es panafricaniste, et que tu déclares que tu n'as pas besoin du FMI ni de la Banque mondiale, tu ne devais même pas répondre à cette question. Tu devais dire que le Sénégal n'a pas besoin du FMI pour avancer dans quoi que ce soit, ni la Banque mondiale, comme tu avais l'habitude de le dire quand tu étais dans l'opposition. Mais bref, j'oublie que tu es une personne à 1000 personnalités. Quand tu parles aujourd'hui, demain tu te contredis toi-même. Et donc c'est ça la marque des populistes, des incapables qui se mettent à la tête des États et qui pensent que le petit mensonge va suffire pour que le peuple puisse oublier leurs lacunes et pour que eux ils puissent jouir facilement du pouvoir. Être à la tête d'un État, c'est être capable d'apporter des solutions concrètes à son peuple et cela il ne faut pas l'oublier. Sujet numéro 1, journée spéciale de soutien à la CEDEAO le samedi 31 janvier 2026. L'événement mettra en lumière le leadership sécuritaire de Téné-Braima Ouattara. Chers parents, le 31 janvier 2026 qui vient là, la CEDEAO va fêter ses 50 ans. Et donc la CEDEAO, à travers des organisations de la société civile, a décidé d'honorer un homme qui s'appelle Téné-Braima Ouattara. Et pourquoi ils vont honorer Téné-Braima Ouattara? C'est parce que aujourd'hui, il est l'un des stratèges et un des hommes les plus efficaces en matière de sécurité et il a fait ses preuves en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, son exemple sert à toute la CEDEAO et aux pays qui tiennent à leur sécurité. Et donc en vérité, la CEDEAO va bientôt fêter ses 50 ans comme je vous le disais. Et cette organisation, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, se trouve aujourd'hui à une étape très importante de son évolution, où aujourd'hui les États de la CEDEAO sont attaqués par les États voyous du Sahel qui pensent que eux, puisqu'ils ont détruit leur pays, ils doivent aussi maintenant imposer le désordre dans les pays de la CEDEAO pour que soit tous les pays de l'Afrique de l'Ouest deviennent comme le Mali, le Burkina ou même le Niger, ou bien tout au moins leur organisation fantoche, qui est l'AES, ils puissent s'imposer à tout le monde. En tout cas, c'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Et donc, la CEDEAO qui, au départ, lorsqu'elle a été créée, était une organisation qui devrait intégrer économiquement 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Je dis bien, à l'origine, la CEDEAO n'avait pas une vocation de mettre fin au conflit, de faire la promotion de la démocratie, ou bien encore d'être un instrument qui devrait servir à créer la stabilité ou bien à lutter contre les instabilités. Au départ, c'était pas ça. Au départ, la CEDEAO a été créée comme un instrument pour intégrer 15 pays économiquement. Mais avec le temps et avec les réalités du terrain qui changent constamment, la CEDEAO va progressivement changer et élargir son champ d'action en s'impliquant dans les crises en tant qu'organisation sous-régionale, en essayant de mettre fin à des guerres ou bien à des conflits dans les pays à travers l'ECOMOG,
la CEDEAO va aussi trouver les moyens de prévenir les conflits, c'est-à-dire prendre des mesures et des dispositions pour éviter qu'il y ait des conflits. Et donc, la CEDEAO va profiter pour faire la promotion de la démocratie, pour décourager les coups d'État, surtout dans un contexte où le monde devient de plus en plus dangereux. Et donc, progressivement, la sécurité va prendre une importance dans le dispositif de la CEDEAO. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que un monsieur comme Ténébrahima Ouattara, qui arrive aujourd'hui de la belle des manières à sécuriser les frontières de la Côte d'Ivoire et à apporter les réponses aux menaces sécuritaires qui vont au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire. Il y a deux organisations de la société civile qu'on appelle, il y a une qui s'appelle Force et il y a l'autre qui s'appelle France. Ces deux organisations de la société civile ont décidé d'honorer, de célébrer le ministre Ténébrahima Ouattara. Ces deux organisations vont profiter des 50 ans de la CEDEAO pour organiser une journée spéciale. Cette journée spéciale est prévue le samedi 31 janvier 2026. Et pourquoi ils organisent cette cérémonie? C'est pour faire la promotion de la paix. C'est pour encourager les citoyens et les communautés de la CEDEAO à se sentir pleinement citoyens et à faire la promotion de la paix, de la sécurité et permettre aussi la stabilité dans nos États. Voilà les raisons pour lesquelles ces deux organisations de la société civile vont célébrer le ministre Ténébrahima Ouattara. Parce que, selon ces deux organisations, le ministre Ténébrahima Ouattara a fait preuve de son leadership en matière de sécurité. Aujourd'hui, grâce à son intelligence, son expertise, son efficacité, sa discrétion, mais surtout sa capacité d'anticiper de façon stratégique et sa capacité de continuer à persévérer et à maintenir la paix, à contribuer à la sécurité en Côte d'Ivoire, cela aussi aide à créer la sécurité dans l'espace CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, des frontières sécurisées, et non seulement à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, c'est aussi être capable de collaborer avec les États voisins de la Côte d'Ivoire, ce qui aussi naturellement apporte de la sécurité dans ces pays-là, en tout cas qui acceptent de collaborer. Mais aussi, aucune sécurisation d'un territoire ne va sans coopération régionale. Et grâce au ministre Ténébrahima Ouattara, à travers les différentes coopérations entre les pays de la CEDEAO, aujourd'hui, l'impact du travail qui est fait par le ministre TBO est ressenti au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, de sorte que des organisations, comme je le disais, de la société civile comme Force et France, vont le célébrer pour lui dire vraiment, nous sommes en tant que citoyens conscients du grand travail que vous faites. Nous sommes reconnaissants de votre leadership sécuritaire. Grâce à vous aujourd'hui, on peut trouver un exemple pour dire, voilà quelqu'un qui a montré la voie pour pouvoir sécuriser notre environnement. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui a consolidé la gouvernance d'un pays à travers la sécurité. Et voilà aujourd'hui un digne fils de l'Afrique sur lequel nous pouvons compter pour comprendre que aujourd'hui la sécurité, ce ne sont pas les autres qui vont venir la faire pour nous, mais c'est d'abord ce que des hommes et des femmes capables, intelligents, efficaces vont décider pour leur propre nation. Et aujourd'hui donc le ministre TBO devient un exemple palpable de ce bel exemple. Et c'est un exemple à copier et c'est un exemple à multiplier. Et donc, c'est en cela que il faut savoir célébrer les grands hommes. Et aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à sécuriser une nation, parce qu'on ne peut pas parler de quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas la sécurité. Parler de développement, parler de progrès, parler de tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas de développement et s'il n'y a pas de paix, tout cela ne peut exister.
Et donc, tous ceux qui comprennent la portée et l'efficacité du travail qui a été fait par le ministre Téné Braima Ouattara comprennent que c'est quelqu'un qui a toutes les capacités d'être un leader, un grand dirigeant. Et ça, c'est vraiment très important. Et on écoute ici cet intellectuel qui vous parle un peu de l'homme Téné Braima Ouattara. Alors moi je vais vous dire, au sein du RADP, moi je vois honnêtement une personne à qui le président doit faire confiance, qui soit de RDR originel, c'est clair et net, hein, du RDR originel. Moi je vois en tout cas son petit frère, Téné Ibrahima. C'est clair, c'est net, il faut le préparer, il faut prendre la relève, il ne faut pas se faire des... Là le président aura confiance en lui, vous allez prendre un autre qui est venu prendre dans un tabouret. Après, le jour, la nuit, bon, mais c'est pas la peine. Excusez-moi, mais un point intellectuel comme vous, je veux dire, prônez cette dynastie. Ce n'est pas une dynastie. Mais c'est ça, en fait. Non, le fait que, la confiance n'a rien à voir. La confiance, au sein du RHDP, il y a des militants des premières heures. Parce qu'on a parlé de militants du RDR. Il y en a pas mal quand même, hein. Au-delà du président. Non, mais c'est vous qui êtes au RHDP. J'estime que, en votre sein, vous avez quand même d'autres noms à proposer, autre que celui du président, du petit frère du président. Je présente d'abord le nom qui me vient à l'esprit. Okay. C'est un problème de confiance. Mais il faut avoir la confiance. Là, il a pris la défense. Il est en train de gérer la défense. Vous savez, la linéarité, c'est quoi? C'est de gérer les départements clés et puis d'aller. Parce que quand on dit un président de la République, il faut avoir flotté avec la défense. Vous allez me dire qu'Alassane n'a pas flotté, mais il était vraiment il connaissait bien la défense, il avait ses conseillers. Moi, je pense. Hein. Je pense. Et donc, à travers ce que cet intellectuel dit, vous ferez vite de comprendre qu'aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Ouest, et même dans le monde aujourd'hui, vous allez voir combien de fois les États tiennent aujourd'hui à leur sécurité. Aujourd'hui, toutes les grandes questions du monde qui s'imposent aujourd'hui, la Russie dit, pourquoi l'OTAN vient jusqu'à mes frontières à partir de l'Ukraine? Les États-Unis disent, pourquoi je vais permettre que la Chine et la Russie puissent venir proche de ma frontière à travers, comment on appelle, la Groenland ou Greenland en anglais. Et aujourd'hui, par exemple, vous allez voir aujourd'hui les menaces de l'AES. Et donc aujourd'hui, est-ce que dans l'environnement sécuritaire global, même dans ce monde-là, est-ce qu'aujourd'hui on peut exister sans être capable d'assurer sa propre sécurité? Et Dieu merci, nous avons un homme qui a déjà une réponse à cette question fondamentale, en tout cas pour la Côte d'Ivoire. Et c'est cet exemple-là que les gens vont célébrer le 31 janvier 2026. Et ça, dans le cadre de la CEDEAO, pour dire, nous avons un homme qui a des idées, nous avons un homme en la personne du ministre Téné Braima Ouattara. Il a été récemment élu député d'Abobo, mais cela ne l'empêche pas de continuer à piloter le renforcement des alliances internationales à travers la sécurité. Cela ne l'empêche pas à toujours être impliqué dans la supervision des programmes de sécurité et de défense. Le ministre Téné Braima Ouattara est quelqu'un qui a joué un rôle central dans la sécurisation des élections présidentielles et législatives en Côte d'Ivoire, qui se sont tenues en 2025. Quand vous imaginez tout ce que les gens avaient prévu, et quand il a mis avec son équipe toutes les dispositions en place pour anticiper sur les événements, c'est ce qui a permis, et par la grâce de Dieu, que ces élections puissent avoir lieu. Mais moi, surtout ce qui aussi m'a impressionné chez l'homme Téné Braima Ouattara, c'est aussi le fait qu'un certain jeudi 22 décembre 2022, lorsque nos soldats ont été kidnappés par le régime russe-africain djihadiste de Bamako, au moment où très peu d'hommes pouvaient prendre l'engagement d'aller sur le terrain à Bamako, retenez bien cette date, le jeudi 22 décembre 2022, Téné Braima Ouattara se met à la tête d'une délégation ivoirienne et descend à Bamako en tant que ministre d'État chargé de la défense de la Côte d'Ivoire. Et il allait négocier et il a montré la position de la Côte d'Ivoire. Certains se disaient, mais est-ce que, mais c'est ça aussi, c'est parce là qu'on connaît les grands hommes, leur capacité de se sacrifier pour leur nation.
Voilà un ministre de la Défense qui dit « Je ne peux pas accepter que mes soldats que nous avons envoyés dans un cadre international soient arrêtés. Je ne prendrai pas aussi d'intermédiaire. En tant que le ministre de la Défense, si je dois aller, et quel que soit ce qui va m'arriver, je vais aller pour qu'on me voie sur le terrain. » Voilà la réalité. Et en vérité, il y a beaucoup d'opposants qui n'aimeraient pas voir le ministre TBO un jour à la tête de l'État de la Côte d'Ivoire parce qu'ils savent que c'est leur terminus. Lui n'a pas le temps de leur bavardage. C'est un homme qui est concret, c'est un homme qui est pragmatique et c'est un homme qui va à l'essentiel mais surtout en anticipant. Et donc, ils comprennent de quoi il est question et ils savent que avec le ministre TBO, le temps à l'amusement n'est pas permis. En vérité, il faut que nous puissions compter sur le ministre TBO lorsque sera venue l'heure de nous séparer du président Ouattara. Ce n'est pas que nous sommes en train de créer des troubles au sein du RHDP, mais nous sommes en train aujourd'hui de dire ce que nous pensons. Nous sommes en train de décomplexer ce que nous pensons. Et aujourd'hui, là, ça ne doit plus être quelque chose pour nous. Quand vous pensez, ou bien quand nous pensons que quelque chose peut être utile pour nous, il est temps que nous puissions faire connaître nos idées, puisque c'est nous les citoyens. Quel que soit celui qui va venir nous diriger, c'est d'abord nous qui devions être capables de décider, à travers notre libre conscience, de qui peut nous être utile et de quoi nous avons besoin. Lorsque Alassane Ouattara, nous l'avons connu en tant qu'un technocrate, nous l'avons connu en tant qu'un homme efficace à répondre aux questions économiques des pays, nous en sommes très fiers et le président ne nous a jamais déçus sur cette lancée-là. Mais aujourd'hui, les réalités du monde qui s'imposent, où tu es président dans un pays, comme ce que la France faisait avant, on vient t'enlever par coup d'État, ou bien aujourd'hui, comme le cas vénézuélien, ou bien aujourd'hui des États voyous qui attaquent des États stables. Aujourd'hui, nous avons besoin, en plus de la connaissance économique, nous avons aujourd'hui besoin de quelqu'un qui peut rassurer les uns les autres, qui peut mettre en confiance les fils et les filles de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité. En tout cas, quand on regarde aujourd'hui la configuration du monde, si le monde reste tel qu'il est aujourd'hui, chacun aura besoin d'assurer ses arrières. Et le ministre TBO, nous pouvons compter sur lui comme quelqu'un qui a déjà l'expérience, mais surtout quelqu'un qui a une grande volonté de maîtriser et de continuer la sécurité de son pays et de la région ouest africaine. Et donc c'est quelqu'un avec qui il faudra compter. Et ça, il faut déjà, comme je le dis, décomplexer ce message-là pour que les uns et les autres aujourd'hui puissent commencer déjà à s'apprêter ou bien à réfléchir. Sujet numéro 2. Jusqu'à quand l'hospitalité ivoirienne doit-elle rester à sens unique? Comme je le disais, c'est un texte de notre père Martial Koulibaly. La Côte d'Ivoire est gentille, pays de l'hospitalité promise à l'humanité, c'est très bien. Mais est-ce que pour autant, c'est nous doit être le sacrifice de la sous-région ouest africaine? Est-ce que c'est sur nous que tout le monde doit venir réaliser son bonheur et puis nous-mêmes un jour, on va regretter? En tout cas, les gens ont mal et continuent de mal interpréter l'hospitalité ivoirienne et les gens aujourd'hui abusent, exagèrent, font dans les excès en pensant que l'hospitalité des Ivoiriens, c'est la marque même de leur faiblesse et que c'est une obligation pour la Côte d'Ivoire d'être hospitalière, d'être gentille et que cela doit nous permettre d'accepter aussi tout ce qui est néfaste des autres. Ne pas décider peut être une faute. Mais décider trop tard est toujours une faute dans la vie en général, mais davantage en politique. Et donc, quand on regarde aujourd'hui le comportement des habitants de l'AES, des gens qui viennent détruire nos terres, des gens comme Ibrahim Kaka, qui aujourd'hui, malgré les millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, son rêve aujourd'hui, c'est de détruire la Côte d'Ivoire pour mettre en danger la vie même de ceux qui gagnent leur pain en Côte d'Ivoire et de détruire la vie juste par jalousie. Est-ce que les autorités ivoiriennes peuvent continuer
à rester sans faire quoi que ce soit? Est-ce que nous-mêmes les Ivoiriens, nous allons rester comme ça, sans rien décider? Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions, cette personne-là commet une faute grave. Mais aussi, quelqu'un, au moment où tu devrais prendre une décision, là, si tu ne prends pas une décision au bon moment, ça aussi c'est une faute. C'est même pire que ne pas prendre de décision. Parce que tu te retrouves coincé au mauvais moment, et surtout lorsqu'on est en politique, quand tu prends une décision trop tard, parce que la décision a été prise au mauvais moment, tu te retrouves à assumer des conséquences graves. Est-ce que le peuple de la Côte d'Ivoire et les dirigeants actuels vont continuer à rester comme ça? Parce que le problème des étrangers en Côte d'Ivoire est aujourd'hui de toutes les formes d'excès auxquelles nous assistons. Est-ce que ce n'est pas parce que les Ivoiriens eux-mêmes et nos dirigeants ne sont pas en train de trop observer la situation et sont incapables de prendre des décisions? Parce que tout ce que ces personnes-là font, tout le monde sait que ce n'est pas bien. Tout le monde sait que ces étrangers-là aujourd'hui ne se contentent pas simplement d'être des étrangers, mais aujourd'hui leur volonté de vouloir du mal à la Côte d'Ivoire, c'est devenu aujourd'hui leur projet de vie. C'est largement documenté. Aujourd'hui, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, si vous leur posez la question, qu'est-ce qu'ils pensent des étrangers de l'AES? Pourquoi c'est spécialement ces trois nationalités, Mali, Burkina, Niger? Sinon, il y a d'autres nationalités en Côte d'Ivoire. Ils vous disent, ces personnes-là nous sortent par les pores. Ils exagèrent aujourd'hui. Ils sont dans les excès les plus inacceptables. Quand vous prenez des Burkinabés qui sont des voleurs, des braqueurs, des violeurs de femmes, des gens, quand vous prenez les Maliens qui sont dans, comment on appelle, dans la tromperie, quand vous prenez, en fait, tout ce qui est négatif, quand vous prenez d'autres qui sont dans l'orpaillage clandestin, quand vous prenez les Maliens qui sont dans l'affaire des margouillas, tout ce qui est négatif aujourd'hui, en plus de cela aujourd'hui, ils prennent encore le temps de planifier des coups. Et aujourd'hui, tout ce qui est néfaste pour essayer de faire du mal à la Côte d'Ivoire, tout ça là, personne ne dira que ce ne sont pas des faits. Personne ne se jouera les surpris. Et personne ne dira que ces événements ne sont pas documentés. Mais jusque-là, est-ce que c'est aujourd'hui ça a commencé? Non. Mais est-ce que depuis lors, on a pris des décisions, que ce soit le peuple ou bien même le gouvernement? Non. Parce que les réalités sont en face de nous et elles sont concrètes. Le manque de réciprocité dans le traitement de nos concitoyens dans plusieurs pays de la sous-région. Et ce qui fait aujourd'hui que nous pouvons vous dire que les faits sont devant nous, est-ce que les Ivoiriens peuvent payer un lopin de terre, c'est-à-dire 1 mètre carré au Burkina Faso pour mettre briques dessus? Non, c'est interdit. Est-ce que les Ivoiriens peuvent faire du commerce au Mali? Non, c'est interdit. Est-ce que les Ivoiriens peuvent être chauffeurs de taxi au Niger? Non, c'est interdit. Mais pourtant, eux font tout ça chez nous. Est-ce que c'est parce que c'est nous on est bêtes? Ou bien est-ce que c'est parce que ces étrangers-là sont trop intelligents? C'est que eux ils n'acceptent pas chez eux là. Eux ils viennent, ils font ça chez nous. Est-ce que c'est parce que nous les Ivoiriens, c'est parce que nous on est trop bêtes? Et puis ce sont les étrangers là qui sont intelligents. Aujourd'hui là, est-ce que les Ivoiriens qui s'installent dans des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, est-ce que ces pays sont aussi hospitaliers que la Côte d'Ivoire? Est-ce que les Ivoiriens se sentent dans une hospitalité avec tous les avantages, comme c'est le cas des étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire? Est-ce que les Ivoiriens qui sont dans les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, ne font pas face à des discriminations lorsqu'il s'agit de faire du commerce? Est-ce que les Ivoiriens qui vivent dans ces pays-là ne font pas face à de la discrimination lorsqu'il s'agit d'accéder à des emplois?
Est-ce que dans les pays comme le Burkina, le Mali, de la manière nous donnons des marchés à des entreprises burkinabées et à des frères maliens ou autres, est-ce que dans ces pays-là, il y a des entreprises ivoiriennes qui obtiennent des marchés publics? Est-ce que les Ivoiriens sont traités de la même manière par la police des pays de l'AES lorsque des Ivoiriens rentrent dans leur pays? Est-ce que nos policiers traitent mieux les étrangers que les policiers de ces pays-là, ces pays voisins? Est-ce que la préférence nationale ne s'applique pas sans état d'âme dans ces pays-là? Et qu'est-ce que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous empêche d'aussi faire la préférence nationale et l'appliquer sans état d'âme comme ces pays le font? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais en réalité, ce ne sont pas des questions, ce sont des faits réels. Ce sont des faits que nous vivons tous les jours depuis au moins 50 ans. Donc ce n'est pas simplement, ce ne sont pas des questions, ce sont des faits. Je fais qu'interroger votre esprit et votre bon sens pour vous dire voilà les choses telles qu'elles sont. Et cela, on va vous dire 1001 fois, les commerçants ivoiriens ne peuvent pas exercer d'activité commerciale dans ces pays voisins, comme de la manière on leur donne toute la pleine liberté en Côte d'Ivoire. Les diplômés ivoiriens, est-ce qu'ils ne sont pas systématiquement écartés de certains postes dans les pays? Alors que chez nous en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Est-ce que les entrepreneurs ivoiriens ne sont pas interdits dans certains secteurs économiques des pays voisins à notre pays? Pendant ce temps, les Nigériens contrôlent le marché du bois alors qu'eux viennent d'un pays désertique. Pendant ce temps, les Maliens contrôlent le commerce plus que les Ivoiriens. Pendant ce temps, les Burkinabés qui ne viennent pas et qui ne savent pas ce que c'est que la forêt, ils deviennent des grands propriétaires terriens chez nous. Souvent même là, ils s'en vont mentir, ils s'en vont tuer leur patron. Et ils viennent mentir que leurs patrons ont signé des deals et qu'on leur a donné des lopins de terre. Il n'y a rien que ces personnes-là ne fassent pas. Chez nous en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les étrangers occupent des secteurs clés, que ce soit dans l'informel ou même dans d'autres domaines. Ils occupent des secteurs que tout le monde voit. Est-ce que c'est le cas quand vous ouvrez votre esprit pour regarder? Est-ce que c'est le cas dans les autres pays comme le Mali, le Burkina? Ça là, ce message-là, le décomplexer là, c'est mettre la réalité dans sa nudité pour que nous puissions aujourd'hui là nous regarder pour nous dire. Est-ce que c'est nous-mêmes qui le disons? Non. C'est le président Ouattara lui-même qui a affirmé, vu le traitement qui est accordé aux hommes d'affaires ivoiriens et ce traitement qui n'était pas bien dans l'espace CEDEAO, est-ce que le président Ouattara n'a pas dit que si ces pays ne changeaient pas leur comportement, que nous allions appliquer la réciprocité? Et qu'il comptait soulever la question avec les autres présidents de la CEDEAO. Donc ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas le problème. Je ne fais que mettre un problème en face de nous. Est-ce qu'il n'est pas temps de traiter ce problème-là? Ou bien est-ce qu'on va fermer les yeux dessus, faire semblant, quand ça va devenir une gangrène métastasée? Là maintenant, on va faire semblant de vouloir soigner en sachant bien que ce serait trop tard. Et donc s'il y a quelque chose qu'on doit blâmer, c'est nous-mêmes notre incapacité à ne pas regarder la réalité qui est en face de nous, à ne pas accepter de crever l'abcès. Aujourd'hui, quand vous regardez les étrangers qui vous disent telle partie de la Côte d'Ivoire c'est pour nous, ceci et cela, et chaque jour, les attaques gratuites, et avec la volonté aujourd'hui de détruire la Côte d'Ivoire pour pouvoir s'en accaparer, vous comprenez aisément que notre générosité est en train de devenir notre premier poison. Parce que être généreux n'est pas une mauvaise chose en soi,
mais être généreux au point de se laisser être utilisé en sacrifice, c'est vers cela que la Côte d'Ivoire va aujourd'hui. Et ces étrangers-là se disent, tel que vous aviez été gentil avec nous, c'est parce que vous êtes bêtes. Et nous, là, on ne vous permettra jamais ça chez nous. Mais comme vous nous permettez tout, et nous pouvons faire tout, donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir si on peut même prendre vos pays. Si on peut s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Bon, c'est notre générosité qui est en train de mettre ça dans la tête aujourd'hui des étrangers. On leur a déjà tout donné. À peine même si on ne leur a pas offert nos femmes et nos enfants. Donc aujourd'hui, ce qui reste maintenant là, puisque nous on pense que notre générosité là, c'est sans limite, donc ils vont maintenant se partager le pays. Et je le dis et je le répète, si les Ivoiriens ne se réveillent pas, si la Côte d'Ivoire ne prend pas de décision, ce que le Rwanda fait au Congo là, c'est comme ça. Les étrangers vont créer des groupes à travers les Ibrahim Kaka, les Assimi, et ils vont commencer à attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ne le cachent plus. C'est ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Si on ne prend pas conscience que cette générosité que nous sommes en train de faire est perçue comme une faiblesse et que ça se retourne contre nous, petit à petit, là, ça va devenir une gangrène. En tout cas, ne soyons pas surpris. Je crois qu'il y a 1 ou 2 années, j'avais déjà prévu cela. Je reviens encore pour le dire, chers Ivoiriens, il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous preniez les bonnes décisions. Que ce soit vous-même les populations, que ce soit les dirigeants, réveillez-vous et prenez les décisions qu'il faut. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est simplement de la réciprocité. De la manière qu'ils traitent les Ivoiriens et les lois qu'ils prennent dans leur pays, aujourd'hui là, nous pouvons leur appliquer leurs propres lois. C'est ce que d'ailleurs le prophète des musulmans faisait aux Juifs. Parce que quand tu connais la mauvaise foi et l'ingratitude d'un peuple, il ne faut pas le traiter avec les lois du bon sens ou même les lois plus élevées que ce que ce peuple applique. Et c'est pourquoi quand vous remarquez, en tout cas pour les Juifs qui étaient dans la région de l'Arabie au 7e siècle, le prophète ne se fatiguait même pas, le prophète des musulmans. Il savait déjà que ces gens-là se comportaient tellement mal et donc il leur disait, appliquez à vous-même vos propres lois, puisque vous êtes les Ahlul Kitab, c'est-à-dire le peuple du livre. Vous-même là, ce que vous posez comme action là, regardez dans votre propre livre et puis maintenant appliquez à vous-même ce que votre propre livre vous dit de faire en tel cas, en telle situation. Parce que quand tu vis avec quelqu'un qui est doté d'une mauvaise foi, quand tu vis avec quelqu'un qui est doté d'une capacité néfaste et de quelqu'un qui est constamment dans le mal, tu n'as plus besoin de lui appliquer les lois. Tu lui dis, c'est que toi-même tu fais là. Il faut t'appliquer ça. Et puis on va voir si ça va t'arranger. Et c'est ça, aujourd'hui, la réalité. C'est que les Burkinabés font aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu un Burkinabé sortir pour dire, ce qu'Ibrahim fait là, c'est mauvais? Que ce soit les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ou même les Burkinabés qui sont à l'intérieur du Burkina. Jamais. Ils savent que c'est mauvais, mais tant que nous on va accepter là, ils vont continuer. Parce que tant qu'ils vont continuer, et tant que nous allons leur permettre de continuer, un jour ils vont atteindre leurs objectifs. Et donc si nous sommes incapables de leur appliquer nos lois, si nous sommes incapables de leur dire la vérité, ayons au moins le courage de leur dire ce que vous avez décidé et de la manière vous traitez les gens, comme au Burkina, un Ivoirien ne doit pas posséder la terre là. Donc en Côte d'Ivoire aussi, appliquez-vous les mêmes lois que vous appliquez sur les Ivoiriens là. Appliquez-vous les mêmes lois lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc vous ne pouvez pas aussi posséder des terres. Est-ce que ça c'est trop demandé? Jusqu'à ce jour, pour vous dire les choses en vrai, rien n'a changé. Et l'impression que nous avons, c'est que rien ne sera fait. Parce que l'Ivoirien lui-même est devenu inconscient des vrais enjeux. L'Ivoirien lui-même, il est devenu comme quelqu'un qui a perdu son cerveau. On parle beaucoup, on dit n'importe quoi, mais on oublie de toucher les vrais problèmes. Comme si on avait peur de les aborder, et comme ça, ça allait résoudre le problème. Alors que ça ne fait qu'aggraver le problème. Le problème là, c'est pas de faire semblant, de jouer les ignorants et ne pas regarder toutes les conséquences que ces problèmes là produisent dans notre société.
Et le sommet de l'État ne va pas nous dire qu'ils ignorent, puisque c'est le président Ouattara même qui a parlé de ce problème. Ils sont conscients de ce problème, ils sont conscients de ce déséquilibre qui est patent. Mais en réalité, est-ce qu'on va s'asseoir aussi pour dire que c'est les dirigeants qui doivent tout décider pour nous? Nous-mêmes, là, on fait quoi aussi? La réciprocité, là, c'est aux autorités ivoiriennes, mais c'est aussi à chacun des Ivoiriens de l'appliquer sur le terrain chaque jour. Là, quand c'est comme ça, nous donnons aussi de la force à nous-mêmes, mais aussi à nos autorités. Parce que dans la vie, là, si tu décides de ne pas prendre des décisions dans ta propre vie, là, et puis tu laisses des orpailleurs clandestins viennent piller vos terres, viennent piller vos nappes phréatiques, viennent piller votre végétation, viennent créer tout ce qui est insécurité chez vous et prendre ces sommes-là pour aller vous narguer et puis aller financer le djihadisme pour créer plus d'instabilité dans la sous-région. C'est une décision que nous avons prise. C'est une décision. C'est une décision de l'irresponsabilité. Ne pas être capable de prendre une décision au moment qu'il faut et prendre une bonne décision, c'est une décision implicite, c'est une décision silencieuse, c'est une décision qui est lourde de conséquences. Parce que toute décision qui découle de l'irresponsabilité est une décision. C'est la décision de notre propre lâcheté. Sinon aujourd'hui là, est-ce que quand les États de l'AES, quand eux prennent ce qui ne nous permettent pas là, est-ce qu'ils prennent autant de temps pour appliquer cela? Est-ce qu'ils se gênent pour le faire? Donc qu'est-ce qui nous fait honte? Qu'est-ce qui nous fait peur? Ou bien, il y a certains des gourous du pays, c'est un exemple global, y aurait-il certains qui ont volé de l'argent et cet argent-là est traité par les étrangers? Mais qu'on nous dise la vérité. Mes chers Ivoiriens, et vous le peuple qui est toujours victime de ces étrangers, on n'a pas dit d'aller combattre les étrangers, mais on est en train de dire la zone rouge des excès dans laquelle les étrangers sont aujourd'hui. Vous qui vivez ces conséquences-là, vous qui ne faites que récolter les conséquences, aujourd'hui là, est-ce qu'on va me dire que vous êtes aussi corrompus? Mais qu'est-ce qui fait que vous ne réagissez pas? Est-ce que parce que vous êtes frappé de lâcheté? Oui. On va me dire peut-être du côté des leaders que toute décision a un coût diplomatique, un coût politique, un coût régional. On est d'accord. Mais face à ces coûts, face à ces conséquences-là, est-ce que constamment rester à ne rien faire, à ne rien décider de façon concrète, à privilégier le statu quo, est-ce que cela nous arrange dans le temps? Rester dans cette paralysie, rester dans une certaine inertie, rester là à constamment dire, on va laisser le temps, on va réfléchir, on va donner le temps au temps. Est-ce qu'aujourd'hui cela ne va pas se retourner contre nous? Parce que cela est perçu par les habitants du Mali, du Burkina, du Niger comme une faiblesse. Et ils s'apprêtent et chaque jour, Dieu fait, vous le voyez, leur intention. Comment ces pays-là peuvent aujourd'hui prendre des gens, plus d'une quinzaine de personnes. Eux disent qu'ils ne font pas élection chez eux, mais ils envoient des cyberactivistes pour venir saboter les élections en Côte d'Ivoire. Ils ont été attrapés à Bondoukou. Donc eux vont décider de leur pays, mais ils vont venir décider pour vous les Ivoiriens. Ils vont venir décider, c'est à quel moment toi tu dois enlever ton pantalon pour coucher avec ta femme dans ton pays. À un certain moment, il faut décomplexer ce message-là et se regarder droit dans les yeux. Les étrangers, on doit les traiter maintenant pour les mettre à la place qu'il faut et leur montrer leurs limites. Ce n'est pas de la xénophobie. C'est un respect de notre propre dignité. Si on n'est pas capable de le faire dans leur pays, si on n'est pas capable de demander la réciprocité, on peut tout au moins leur imposer des lignes rouges dans notre propre pays. On peut leur dire, vous de l'étranger, naturellement, sans qu'on ne lui dise là, on doit lui imposer une certaine limite. Mais les Ivoiriens, nous ne le faisons pas. Arrêtons de fuir la lucidité. C'est une incapacité de notre gouvernement. C'est une incapacité de notre propre peuple. Et ça, il faut être capable de le dire simplement, sans insulter, mais de présenter les faits. Est-ce que les Ivoiriens,
Est-ce que nous sommes un peuple sans fierté? Est-ce que nous sommes un peuple sans ego? Est-ce que nous sommes un peuple sans dignité? En tout cas, c'est ce que la réalité prouve. Et il est temps que nous nous réveillons. Parce que plus le temps passe, ça n'arrange pas les Ivoiriens. Le sentiment d'injustice des Ivoiriens s'amplifie. Allez à Bouaké, allez regarder le comportement des Maliens. Les Maliens mettent les Ivoiriens en prison à Bouaké. Parce qu'ils ont créé des systèmes. Tu ne peux pas aller en justice avec eux. Et puis eux là, ils vont se cotiser pour aller faire sortir leurs parents. Puis toi te mettre dedans. Cette situation est connue de tous. Allez à Petit Lomé. Un Ivoirien n'a qu'à avoir un problème avec. Une Ivoirienne à Petit Lomé n'a qu'à avoir un problème avec un étranger. Vous allez voir si c'est l'étranger là qui va dormir en prison. Et puis c'est quel étranger? C'est pas Libanais, hein? C'est Malien, Burkinabé. Au lieu d'aller attaquer d'abord les Libanais, là, attaquez d'abord ce qui est facile, vos propres frères. Ceux qui sont venus chercher leur mangement chez vous là. Eux aujourd'hui se mettent en boing. Et puis vous là, sur votre vérité là, ils vous mettent dedans et puis ils sont dehors. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Et ça se passe depuis des années. Et cela est connu de tous. Mais peut-être que les gens n'ont pas le courage de le dire. Mais aujourd'hui là, il faut qu'on dise chaque chose. Chère population, si le gouvernement est dans les calculs politiciens, si le gouvernement est dans les hésitations, est-ce qu'il n'est pas temps que vous-même vous adoptiez une position, que vous envoyez un message clair et simple, en changeant de comportement pour que le gouvernement comprenne que vous avez pris conscience et que vous n'allez plus accepter d'être traités comme des citoyens de seconde zone dans vos propres pays. Cette question aujourd'hui, là, cette décision, elle revient à vous-même. Aussi, il faut savoir qu'en politique, la perception compte beaucoup. Allez lire les 48 lois du pouvoir. Dans les 48 lois du pouvoir, l'apparence est très essentielle. L'apparence est l'image que tu dégages. La gentillesse que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de pratiquer. Ce que nos autorités pratiquent actuellement, c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, ça ne marche pas avec des analphabètes, des ignorants. Et en plus de cela, des ingrats, ça ne marche pas. C'est perçu comme une faiblesse. Et quand c'est comme ça, est-ce que ce qu'ils font là, est-ce qu'ils peuvent faire ça au Ghana? Parce qu'il faut toujours agir en harmonie avec la psychologie d'une personne. Quand quelqu'un est un ignorant, il faut le traiter avec les mécanismes de l'ignorance. Quand quelqu'un est un intellectuel, il faut le traiter avec le mécanisme intellectuel. Mais quand quelqu'un est un ingrat, il faut le traiter avec la méthode de l'ingratitude. Tout ce qu'on est en train de dire là, même dans leurs rêves, ils ne peuvent pas faire ça au Ghana. Pourquoi, quand ils ont commencé à piller les terres par l'orpaillage clandestin en Guinée là, qui est dirigé par un faiseur de coup d'État là, mais quand on les a ramassés, on les a mis devant le peuple, puis on les a jetés le lendemain dehors là, est-ce qu'ils n'ont pas produit un communiqué pour présenter leurs excuses aux Guinéens? Mais ils ne vont jamais le faire pour la Côte d'Ivoire. Parce que on leur a donné trop de temps pour prendre confiance sur nous. On leur a donné trop de temps. On les a mis en confiance. Parce que nous, on pensait qu'on est gentil, on est ouvert et qu'ils vont comprendre. Alors que l'ignorant, lui, voit qu'on est faible. La retenue diplomatique dont fait preuve nos autorités est justifiée. Parce que c'est une diplomatie qui n'est pas basée sur les émotions. Ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Parce que ceux qui sont en face de nous, eux pensent que c'est une faiblesse. Et cela leur donne tous les droits d'outrepasser les lignes rouges avec une audacité qui vous surprend et qui fait froid dans le dos. Et souvent même, chers dirigeants, le peuple se demande où est-ce que vous êtes en train de nous conduire? Parce qu'il y a certaines choses qui arrivent où on attend des décisions simples. Mais ces décisions simples-là, à force de trop réfléchir, à force d'être dans la retenue diplomatique, à force d'être dans les grandes décisions, on finit par progressivement sacrifier la vie des Ivoiriens, mettre en danger la dignité même et l'honneur du peuple ivoirien sans s'en rendre compte.
Aujourd'hui, c'est devenu très facile. On peut s'attaquer à un Ivoirien, casser une bouteille sur sa tête, le faucher en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire. Parce que notre comportement à l'intérieur de nos pays, même les Burkinabés, les étrangers, les Maliens, ils font ça déjà. Donc ne soyez pas choqués qu'ils partent le faire au Maroc. Ne soyez pas surpris qu'ils le fassent au Cameroun. Ne soyez pas surpris qu'ils le fassent en dehors de nos frontières. Parce que nous-mêmes, on a montré que on peut tout faire sur nous-mêmes. On n'a pas dit on est patient. C'est le bénéfice de notre patience là qui est là maintenant. Et donc apprêtez-vous. Ils vont commencer à s'attaquer à vos vies en dehors de vos frontières. Parce qu'on aura ouvert la porte. Aujourd'hui, là, de la manière Soro-Guillaume et les Soro sont en train de flâner là. Si on avait ramassé au moins 1 ou même 2 millions de Burkinabés, les jeter à la frontière du Burkina, vous pensez que cette histoire de Soro-Guillaume, aujourd'hui c'est comme ça, là ailleurs c'est comme ça, vous pensez que ces gens allaient faire ça? Non, de vous à moi, pour traiter tous les problèmes qu'on est en train de parler là, c'est simple. On cible 2 millions, mais 1 million de Burkinabés. On les fait sortir de force, on les jette au Burkina. Le lendemain, là, tous ces problèmes, c'est fini. Ce problème, elle est traité. Si nos dirigeants et nous-mêmes, on veut traiter ce problème-là, on se met derrière ces gens-là. Ibrahim Kaka, là, les conneries qu'il est en train de faire, là, on prend au moins 300 cars, on les remplit de Burkinabés, on les verse à la frontière. Le lendemain, tous les problèmes sont réglés. On a les instruments pour se faire respecter. Mais on perd le temps. On joue les essuie-glaces. Et on est en train aujourd'hui progressivement de mettre la vie des Ivoiriens en danger. Aujourd'hui, les Burkinabés s'attaquent à des Ivoiriens au Maroc. Des Burkinabés s'attaquent. Mais ce n'est que le début. Si on a accepté d'être le souffle-douleur, alors que les solutions sont là. Ce problème-là, si on l'entretient là, est-ce que c'est ce qui nous arrange? Non. Mais aujourd'hui, là, moi, je donne une solution simple. Que ce soit Burkinabé, Malien ou Nigérien, si on les ramasse en tas et puis on les verse 1 fois, 2 fois en grande quantité à leurs frontières, là, vous allez voir, ils vont voir louper la Côte d'Ivoire et puis tout est réglé. Les coups d'État qu'ils ont fait, avec tout ce qu'ils sont en train de rechercher avec les Russes, là, ils vont comprendre et ils vont se faire. C'est pas nous, on leur demande de faire coup d'État. Et tous ces problèmes vont finir. Mais qu'est-ce qu'on attend? Parce qu'on est devenu un peuple qui est dans l'indécision. On est dans la politique de l'observation permanente. Et si on attend que la situation devienne grave, que ce soit l'État, que ce soit le peuple, quand on va prendre une décision au mauvais moment, quelle que soit la décision qu'on va prendre, ça sera une décision imparfaite. C'est maintenant qu'il faut prendre les décisions. Parce que pendant trop longtemps, on a laissé le risque de s'installer dans les idées que les citoyens ivoiriens comptent moins que les citoyens de l'AES. Ça veut dire, nous-mêmes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, on donne l'impression que l'Ivoirien, lui, là, son intérêt, ça ne compte pas. L'Ivoirien lui-même n'est rien et que ce sont les étrangers qui sont mieux que nous. En tout cas, ce que je dis là, beaucoup n'auront pas le courage de le dire, mais c'est ce que beaucoup pensent. Pour ce que nous faisons et nous disons, nous autres, nous sommes des intellectuels. Nous n'avons pas peur des idées. Nous ne disons pas que nous avons raison, mais nous exposons les faits. Ce qu'on vient de faire là, est-ce que c'est une bonne analyse de la situation? Ou bien est-ce qu'on a exagéré? Ce que je viens de faire là, est-ce que j'ai exagéré? Toi-même là, il faut te poser la question. Mais en tout cas, est-ce que ces problèmes-là n'existent pas? Est-ce que les solutions que j'ai données là ne peuvent pas mettre fin à ces problèmes pour qu'on puisse avancer? C'est à quel moment vous pensez qu'on pourra agir efficacement? C'est en perdant le temps? C'est en restant silencieux? C'est en ne faisant rien? C'est en se présentant comme des personnes qui ne vivent sur aucun principe non négociable? Est-ce que le peuple de la Côte d'Ivoire vit comme un peuple qui est un peuple permissif, un peuple qui n'a pas de barrière? Et aujourd'hui, le fait que nous ne prenions aucune décision, on est en train de jouer avec cette situation-là. Demain, quand les conséquences seront là, qui sera les premiers à assumer? Est-ce que ce seront les gouvernants ou même ce seront nous les populations? Est-ce que vous aviez pensé à tout ça? Est-ce que nous agissons dans la lucidité éclairée? Est-ce que nous agissons avec des décisions engagées? Est-ce que l'État, dans son inaction, ne se décrédibilise pas lui-même et est en train
d'affaiblir l'image du peuple et de la Côte d'Ivoire face à des étrangers qui demeurent des ingrats, qui demeurent des personnes sans foi ni loi et aujourd'hui qui veulent même à l'intégrité de notre nation. Et aujourd'hui qui en veulent à l'image, à la vie et à la dignité des Ivoiriens parce que tout cela, on doit être généreux. Le silence des Ivoiriens et de nos dirigeants est en train de devenir un choix politique toxique, dérangeant. Et les gens de l'AES, dans leur tête, dans leurs esprits, eux, ils interprètent ça comme notre impuissance. C'est parce qu'on ne vaut rien que eux, aujourd'hui, là, on ne réagit pas, on ne dit rien. Et ce n'est pas le gouvernement seul, mais c'est aussi chacun de nous qui prouve ce comportement. Chers Ivoiriens, si vous pensez que au nom de la diplomatie, qui ne profite qu'aux étrangers, on doit sacrifier vos intérêts, il est temps que vous ouvrez vos yeux, vous vous réveillez. Chers Ivoiriens, je le répète, si c'est au nom d'une paix diplomatique qui ne profite qu'à ces étrangers-là, qu'on doit sacrifier vos intérêts, c'est que vous êtes déjà morts. En tout cas, quel que soit ce que vous êtes, cette question, elle est ouverte. Ce que j'ai dit là, qu'est-ce que toi-même tu penses de la situation? Quand tu vas finir d'écouter cette émission-là, prends 5 à 10 minutes, réfléchis correctement et dis-toi, quel sera le monde que je vais laisser à mes enfants si nous-mêmes on est incapables de prendre aujourd'hui les bonnes décisions pour nous donner un peu de dignité face à nos voisins? Que vaut un pays où les citoyens eux-mêmes sacrifient leur dignité, sacrifient leur honneur et sacrifient leur sécurité, sacrifient leur destin par leur propre incapacité à poser des actes pour défendre leur dignité, pour rappeler à l'étranger ingrat que trop c'en est de trop. Est-ce que toi, quand tu écoutes cette émission, avec ce que tu as entendu là, est-ce que tu te sens frustré? Ou bien est-ce que tu ne te sens pas frustré? En tout cas, j'aimerais connaître ta position. Et j'aimerais savoir ce que tu penses réellement. Mais surtout, qu'est-ce que tu comptes faire après avoir écouté cette émission? Qu'est-ce que toi tu vas faire? Et qu'est-ce que nous allons faire? Cette question-là, elle s'impose à nous si nous pensons aux générations à venir. Si nous pensons à l'avenir de la Côte d'Ivoire et si nous sommes un peu dignes, on doit se réveiller maintenant. Sujet numéro 3. AES. Les grandes armées s'équipent en silence. Chers parents, c'est le cas de la Côte d'Ivoire que nous allons prendre aujourd'hui. Vous voyez, on entend beaucoup de choses. On a payé des missiles S-300, tout ça. Du gros mensonge, tout ce que vous voulez entendre. L'armée monte en puissance. Mais en vérité, si leur armée montait en puissance là, mais Bina Djara là, c'est lui qui décide de quand les Maliens doivent aller en congé. Bina Djara seul a mis les Maliens en congé de 2 semaines ici. Hier, là, ils ont tué plus de 180 soldats maliens et ils ont brûlé plus de 120 citernes. Aujourd'hui, là, c'est Bina Djara qui décide les impôts là. C'est eux, c'est à Bina les gens versent. Il n'est pas plus que président. Que l'armée monte en puissance. Que aujourd'hui, le Burkina a payé un missile. C'est comme ça. Mais en réalité, le meilleur modèle se trouve du côté des autorités ivoiriennes. Ces autorités qui sont loin des déclarations farfelues, mais qui posent des actes concrets. Aujourd'hui, là, est-ce que c'est encore étonnant que de vous dire que la Côte d'Ivoire est une superpuissance militaire? En tout cas, sur le plan de notre sous-région ouest africaine. Mais est-ce que vous voyez l'armée ivoirienne venir faire des grands bruits? Parce que par définition, l'armée est d'abord la grande muette. La meilleure sécurité, c'est de savoir la fermer. La meilleure sécurité, c'est dans la planification. La meilleure sécurité, c'est le silence dans l'efficacité. Et c'est ce qui a permis à notre armée, en moins de 2 ans, je dis bien en moins de 2 ans, on a écrasé les groupes de djihadistes que les régimes terroristes du Burkina et du Mali
font toujours venir sur le sol ivoirien. Si ce n'est pas à Kafolo, c'est en passant par le parc de la Comoé. Ils ont tout tenté. Mais en moins de 2 ans, on a écrasé leurs testos. Aujourd'hui, jusqu'à eux-mêmes, ils s'en ont dit à leur patron, ah, la Côte d'Ivoire là, c'est devenu dur, on ne peut plus. En tout cas, chaque fois que ces régimes djihadistes à la tête du Mali et du Burkina ont envoyé leurs brigands, quel que soit leur nom, on leur a offert d'abord l'enfer. Je dis bien, on leur offre d'abord l'enfer avant de leur offrir la mort. Ils connaissent. Mais ça, là, quand on finit, on ne fait pas publicité. Mais aujourd'hui, ce qui fait l'efficacité des meilleures armées, c'est leur capacité à monter le niveau de leur renseignement. Aujourd'hui, mieux que toujours, la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi sécurisée et en capacité d'obtenir les renseignements militaires qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'armée ivoirienne a fait? Elle a multiplié ses partenaires. Et ce n'est pas n'importe quel partenaire. Les grandes puissances telles que la France, telles que les États-Unis. Et aujourd'hui, là, imaginez-vous, lors des élections, les différents complots qui ont été tracés. Quand vous entendez parler des coups d'état de l'albinos vert ou même de l'hiver orange. Tout ça, là, ce sont des plans de déstabilisation qui sont échafaudés, qui sont fabriqués par les régimes terroristes de l'AES avec les sous-préfets de la Russie comme Ibrahim Kaka et Assimi Goitre. Mais est-ce que vous savez que l'armée de la Côte d'Ivoire arrive à neutraliser tout ça par anticipation sans faire de bruit? C'est ça qu'on appelle une vraie armée. Une armée qui n'est pas dans le vuvuzela. Une armée qui ne ferait pas ses propres peuples. Et ce que je dis là, les données militaires sont formelles. Hein? Tout est clair et tout se voit. En réalité, la Côte d'Ivoire, pour être la deuxième économie de la sous-région après le Nigeria, est aussi la deuxième puissance militaire après le Nigeria. Ça ne vous étonne pas que sur les mêmes critères, que ce soit économique ou bien militaire, aujourd'hui, le matériel de guerre et de renseignement que possède l'armée ivoirienne est ultra moderne. Ce sont des armes les plus récentes. Et ça nous permet d'avoir une longueur d'avance indiscutable dans la sous-région ouest africaine. La Côte d'Ivoire est petite dans sa taille, mais dans son efficacité à répondre aux problèmes sécuritaires, la Côte d'Ivoire est un grand pays. Et ça, on ne pourra jamais vous le dire et on ne pourra jamais se fatiguer de vous le dire. Il suffit de regarder un peu la qualité de notre aviation. Il suffit de regarder la capacité de nos forces qui sont sur les terres. Il suffit de regarder les capacités de notre marine nationale aujourd'hui. Vous faites vite de comprendre que, contrairement aux tonneaux vides qui sont tous les jours humiliés par Binadjara et par les grands bandits du Sahel, eux-mêmes, avec leurs maîtres russes qui sont constamment humiliés dans le Sahel, la Côte d'Ivoire poursuit sa progression avec assurance, avec maturité, mais surtout avec professionnalisme. Pas de bruit. On fait ce qu'on a à faire. Le travail est bien fait et on avance. On n'a pas besoin de prendre de l'intelligence artificielle, de générer des fausses images pour essayer de faire du populisme. Parce que les Ivoiriens sont concentrés à faire du travail en profondeur. Parce que ce travail-là est assis sur un leadership historique de la Côte d'Ivoire depuis que Félix Houphouët-Boigny a été président. Et aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, c'est cette Côte d'Ivoire d'efficacité. C'est celle-là que nous regardons et non le bavardage. Mesdames et messieurs, nous allons passer à l'édito de Mère Blanc. Et dès que nous aurions fini, rapidement, le peu de temps qui nous reste, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va déjà permettre à ceux qui voudraient prendre la parole, n'appelez pas. Mais si vous voulez prendre la parole, vous pouvez déjà écrire pour dire je souhaite prendre la parole, puisqu'on est extrêmement pris par le temps, on a moins de 20 minutes. Là, comme ça, on va laisser le temps pour que vous vous exprimiez rapidement et on va fermer le direct. Donc, dès que je finis l'édito des Mères Blancs, ceux qui se seront présentés, c'est uniquement avec ces personnes qu'on va aller. N'appelez pas.
faites simplement la demande, je souhaite parler. Ce sera suffisant. Et comme ça, je vais, dès qu'on finit de faire l'édito de Mère Blanc, dès que je finis de commenter, je vous donne directement la parole. Là, vous allez parler et on va aller rapidement. Donc, dès que j'ai fini l'édito, je vais le lancer directement, on va passer. On ne pourra plus prendre quelqu'un après parce que on a moins de 20 minutes que nous reste. Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Yaka. Le monstre peut être difficile à abattre, mais quand il se découvre, alors on peut facilement trouver son talon d'Achille. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui évolue. Cependant, elle a été éprouvée par les prises de position parfois incompréhensibles des opposants au président Ouattara. En effet, ayant perdu la guidance du pays, qui s'est d'ailleurs avérée scandaleuse à tout point de vue, l'opposition ivoirienne n'a eu recours qu'à des moyens obituaires. Elle a mis à dispo cette opposition de Gbagbo Laurent et de Tidjane Thiam a mis à dispo des moyens financiers à leur jeunesse dans le but d'attaquer des personnes innocentes. Il y a eu mort d'hommes malheureusement. Des magasins ont été incendiés. Résultat des courses, ils nous ont marqués à jamais avec des noms de villes tels que Nayo, Yamoussoukro et Bonois. Nous n'avons pas non plus oublié la catastrophe que cela aurait été s'ils avaient eu accès au pipeline qu'ils comptaient faire sauter. Et le pyromane du bus sortirait aussi des rangs de l'opposition. Chers miens, chers frères et sœurs ivoiriens, que pouvons-nous attendre de telles personnes sans foi ni loi qui, dès qu'elles veulent le pouvoir, se laissent aller à des actes inqualifiables? Le président Ouattara, ayant toutes les cartes en main, en sachant qui il a en face de lui, qu'il a en face de lui des monstres, il faut le dire, le choix de son successeur sera facile. Je ne dis pas qu'il n'aura pas grincement de dents, mais tel que les choses demeurent, qu'il confie le pays à celui qui peut, sans coup férir. Les mécontents, on les gérera. J'ai parlé un peu de façon couverte, mais entre personnes intelligentes, on se comprend. Merci et à bientôt. Si la mère a parlé de façon intelligente et couverte, le fils, lui, enlèvera le vélo. Il faut confier le pays à TBO. Quelqu'un qui peut mater la chienlit de façon propre et efficace. On a pratiqué le temps de la diplomatie, le temps de la négociation, le temps des réconciliations, le temps de tout ce qu'il fallait. Mais à un moment, il faut aussi montrer qu'un pays, ça se gère aussi avec de la rigueur. Et aujourd'hui, il faut décomplexer ce message-là pour leur dire, on ne va pas continuer à mettre en danger la vie des citoyens. Et c'est Laurent Gbagbo qui est à la base de tout ça. Depuis qu'il est rentré en politique en Côte d'Ivoire, il a sémé la violence et chaque fois, il rentre dans des coalitions pour essayer d'imposer la violence à des niveaux. Aujourd'hui, il faut être capable de décomplexer le message. Il faut être capable de situer les responsabilités. En tout cas, nous autres, si le président Ouattara dit qu'il n'est plus au pouvoir, là, c'est le ministre TBO, là, c'est lui, nous, on va choisir comme président de la République. C'est fini. Les EPV, vous décomplexez ce message. Ah oui. C'est fini. Le président Ouattara a été élu. Le président Ouattara a son dernier mandat. Commençons à nous libérer et à être décomplexés. Disons ce que nous pensons. Si le président Ouattara n'est pas là, c'est le ministre TBO qui sera notre président et notre candidat. On le dit clairement. Parce que chaque quand on paye nos impôts là, personne ne nous oblige. Et on n'en a pas honte. Donc nous allons décider de ce qui nous arrange. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un leader qui est ferme, qui est rigoureux, qui est efficace. Et point barre.
Et donc, chers Ivoiriens, la chienlit n'a que trop duré. Aujourd'hui, quand vous voyez le PDC Tidiam Thiam qui est un ovni politique venir aujourd'hui mettre des gens en place pour créer la violence en Côte d'Ivoire. Mais ça croit qu'il a copié le modèle quelque part. C'est le modèle Gbagbo. Aujourd'hui, nous en avons marre. Et il faut trouver quelqu'un pour mettre fin à cela. Et la personne qui peut répondre à ces problématiques-là, c'est le ministre de la Défense TBO. Et ça, il faut qu'on puisse le dire. Et merci encore à Mère Blanc. Merci à vous tous. Mesdames et messieurs, nous avons 1, 2, 3, 4 personnes. On ne prendra plus personne. Et donc, on va commencer avec la première personne. Chacune de ces personnes aura un maximum de 5 minutes. On ne pourra pas puisqu'on est vraiment pris par le temps. Donc, ceux qui vont prendre la parole, il y a Mère Salé Kone, il y a l'aîné Kone Adama et Mère Fiona Kora avec Gucci. Donc, on ne pourra pas vous donner plus de 5 minutes. Donc, ce que vous devez faire, si vous voulez parler ou même vous avez des questions, arrangez-vous pour que tout se fasse en 5 minutes. Et je ne serai pas... je serai très ferme sur le temps parce qu'on est déjà piégé par le temps. Moi-même, je dois aller au travail. Et donc, il est important que vous puissiez vous dire aussi, en vous mettant à ma place, ne perdez pas le temps. Et donc, je serai très ferme. Je préfère le dire dès ce temps. On ne prendra plus personne. Le temps que vous avez, soyez efficace. Si possible, finissez, parlez et laissez pour qu'on puisse avancer. C'est tout ce que je demande. Et donc, j'espère bien que les autres et les uns vont s'en tenir à cela pour que nous puissions être dans l'efficacité et avancer le plus vite. Allô? Oui, bonjour le grand maître, comment allez-vous? Bonjour monsieur Clairet, je vais bien et vous? Dieu merci, tout va très bien. Ok, moi je voulais me prononcer sur le cas de l'ARS envers les Ivoiriens. Mais monsieur Clairet, vous savez, toutes ces histoires-là, c'est les gars-là qui font croire à ces Haïtiens-là qui peuvent se permettre tout. Les gars-là les ont jamais aimés et ils vont jamais les aimer. Le jour où la Côte d'Ivoire joue contre le Burkina, il y a un petit Ivoirien qui s'est fait frapper dans le maquis. Même les Ivoiriens, même apporter, même pour se lever séparés, il n'y a personne qui a été capable. Mais cette histoire-là, ça va prendre de l'ampleur. Un jour, ça va dégénérer, on va s'asseoir, on va dire, ah, si on savait. Nous, quand il y a un problème, on va dire non, il n'y a pas mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, toujours on dit, ah, c'est Dieu qui a voulu. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut vraiment que nos autorités ils stoppent ce phénomène-là. Ça commence à être trop. Ça commence à être trop. Moi, j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de pays. Mais ce que nous, on subit chez nous, ce que nous, on laisse les autres faire chez nous, j'ai jamais vu ça quelque part. J'ai fait pas mal de pays dans ma vie. Mais comme ce qu'on fait chez nous, franchement, nous, on ne demande pas qu'on est extrémiste ou bien on est, je ne sais pas, quoi, mais le minimum, on ne demande pas l'amour de quelqu'un, mais on demande le respect. Si on a accepté les gens, à la limite, le respect, c'est bon. L'amour des Ivoiriens ou l'amour des autres envers les Ivoiriens, nous, on n'en a pas besoin. Mais qu'est-ce que c'est ça? Chaque jour, tu vois de ces vidéos même, ça te met hors de toi. Ça te pousse même à emporter de la haine vers ces gens-là. Il faut penser que là, aujourd'hui là, avec le mariage entre les communautés, on a marié des Burkinabés, on a marié des Maliens, des Guinéens, il faut penser à ces gens-là. Mais ces gens qui les blaguent là, qui leur font croire qu'ils peuvent se permettre tout là, un jour, le jour, ça va mal tourner. Si je savais, n'a pas de queue. Monsieur Clairet, je vais m'arrêter là. Merci infiniment, Gucci. Et ce que vous dites, c'est très très frustrant. Et ce que vous dites, il faudrait que nous-mêmes nous prenions nos responsabilités. Parce que l'État aussi, c'est chacun de nous. C'est aussi la voie que nous pouvons montrer à nos dirigeants. Pour dire, voilà comment nous voulons que les choses se fassent. Qui a décidé que le président Ouattara va être président? Le peuple. C'est le peuple qui a dit, on te veut. Il a dit, je vais réfléchir. Et donc souvent, là, le peuple aussi doit prendre... À ce protocole-là, est-ce que c'est le gouvernement qui nous a dit de prendre nos responsabilités? Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, les Ghanéens, depuis après ça, est-ce que tu as vu encore ça s'est répété? Donc là, il faut que nous-mêmes, le peuple, on sorte de notre léthargie. On sorte, il y a une certaine forme de lâcheté chez nous, les Ivoiriens. C'est ce qu'il faut vaincre pour imposer le respect.
Et vraiment, je pense qu'il est temps parce qu'on a fait tous les sacrifices qu'il fallait. Ces gens-là, il est temps qu'on puisse leur montrer qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. Les mêmes lignes rouges que eux mettent sur les Ivoiriens et les étrangers dans leur pays. Il faudrait que eux comprennent que la Côte d'Ivoire n'est pas une zone de non-droit. Parce que dans leur tête là, la Côte d'Ivoire est une zone de non-droit. C'est un passoire. Et c'est pourquoi ils vous disent que la Côte d'Ivoire, ça appartient à tout le monde. Est-ce que vous n'entendez pas ces mêmes Maliens burkinabés dire que la Côte d'Ivoire là, ça n'appartient à personne? Exactement. Donc ça veut dire qu'ils ne respectent même pas les Ivoiriens, même sur leur propre pays. Ça veut dire qu'on leur a trop donné l'impression de superpuissance. Et c'est à nous-mêmes d'arrêter cela aussi. Vraiment, merci infiniment. Merci encore de ce que vous avez dit. En tout cas, la balle reste dans notre camp. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Vraiment, merci beaucoup. Merci bien, monsieur Claire, et bonne soirée à vous. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci bien. Merci beaucoup. Alors? Allô, oui, bonjour, professeur éclaireur. Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Dieu merci, tout va pour le mieux. Ok, merci de me donner la parole. Je vous en prie. Ok, je dis bonjour à tous les élèves de la classe. Oui, professeur éclaireur, merci beaucoup pour le développement que vous avez fait tout à l'heure et merci d'être resté longuement sur l'AES. Et je vais pas me prononcer parce que vous avez tout dit. Je voudrais féliciter l'élection de l'ex-premier ministre Monsieur Patrick Hachi, qui vient d'être élu président de l'Assemblée nationale à 84,98%. Félicitations à lui. Pas plus tard que la semaine dernière, dimanche, lors de l'émission questions-réponses, je vous posais la question par rapport aux spéculations, mais vous avez vu, le président Ouattara est sorti dans le dos. Donc vraiment, on dit bravo à monsieur Patrick Hachi qui a raflé 215 voix contre 36 pour le candidat du PDCI. Vraiment, chapeau. On espère que il va bien animer les séances à l'hémicycle et puis voilà, c'est pour dire que le président Ouattara, il ne laisse pas tomber ces éléments et vraiment merci au président Ouattara. Maintenant, éclaireur, oui, TBO, par rapport au ministre TBO, si c'est l'homme de la situation, pourquoi pas? Parce qu'il y a des enjeux sécuritaires. Donc, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de sécurité. Voilà. Si monsieur Ouattara Birahima remplace monsieur Ouattara, Alassane Ouattara, je pense que ça va pas choquer, la Côte d'Ivoire ne va pas être l'exception. On l'a déjà vu au Bénin, au Togo, on a Eyadema fils qui a remplacé Eyadema père. On a Idriss Déby au Tchad qui a remplacé son père Idriss Déby. Et on a vu qu'au Gabon, il y a comment il s'appelle, Bongo fils qui a remplacé Bongo père. Donc je pense que si TBO est l'homme de la situation, et bien dans la conscience collective, nous devons l'accepter et de dire que c'est l'homme avec qui nous devons continuer parce que il s'agit des questions sécuritaires et c'est l'homme fort, c'est l'homme, le sécurocrate qui ne parle pas beaucoup, mais dont nous avons vu vraiment les efforts et voilà, les preuves sont là. Grâce à lui, nos parents sont en paix. Donc je pense que vous êtes dans la bonne sensibilisation éclaireur. Donc je pense que vous ne vous trompez pas. Oui, nous allons nous y faire et puis voilà, parce que la Côte d'Ivoire doit rester en paix. Voilà ce que je voulais dire éclaireur. Merci beaucoup. Cher mère, c'est moi qui vous dis merci. En plus de ce que vous aviez déjà dit, je souhaite aussi signaler que dans la plus grande démocratie du monde qui se trouve aux États-Unis, George Bush père a été succédé par George Bush fils. Voilà. Et donc, c'est pour vous démontrer que l'argument que les gens veulent tenir, on est dans une dynastie, on est dans une succession lignagère. Nous avons les arguments de vous faire comprendre que non, la politique n'a rien à voir avec le droit de sang. Si le président Ouattara avait pris M. TBO comme ministre de la Défense et qu'il avait été incapable de sécuriser les Ivoiriens, on n'aurait pas tenu compte de son sang ou même du lignage pour dire qu'il a été inefficace. Et donc, nous ici, nous parlons d'efficacité. Et aujourd'hui, là, dans les 10-20 années à venir,
si nous demeurons dans la configuration dans laquelle on est aujourd'hui, que ce soit au plan mondial ou bien que ce soit au plan sous-régional, ceux qui seront les dirigeants de ces pays-là doivent être des gens de poigne qui sont capables d'assurer la sécurité intérieure et au-delà de leurs frontières. Et le ministre TBO est l'homme le plus efficace en la matière parce qu'il a acquis une grande expérience, mais surtout ce qui fait la grande différence entre lui et les autres, c'est cette touche de volonté de vouloir se surpasser. Et même ce que les gens veulent utiliser comme un argument qui est contre lui, mais justement, moi je l'utilise comme un argument qui est en sa faveur. C'est parce que justement, il est le petit frère d'Alassane Ouattara que nous devons lui demander plus. Parce que nous autres, nous ne demandons pas le bon, mais nous demandons le meilleur. Et aujourd'hui même, là, le fait qu'il est le petit frère d'Alassane Ouattara, ça le met dans une condition où on peut lui demander 2 ou même 3 fois mieux. Est-ce que ça, c'est pas encore bien? Et donc, c'est que même les gens veulent utiliser comme argument pour essayer de casser ce débat-là, c'est même un avantage pour lui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as remplacé un homme qui est de haut calibre, mais encore, arrange-toi pour faire mieux que lui. C'est cette volonté-là qui va animer le ministre TBO, en plus de ce qu'il est déjà. Nous pensons que c'est le meilleur dirigeant qui pourra répondre aux besoins d'avenir de la Côte d'Ivoire. Et donc en 2030, je crois que c'est une alternative sur laquelle il faut compter en termes de gérer ce pays-là sans état d'âme. Et ça, comme nous le disons, il faut déjà décomplexer ce message-là pour que les Ivoiriens essaient. Nous n'imposons rien, nous nous donnons notre vision pour que les Ivoiriens aussi puissent juger et pour qu'on puisse déjà mettre le débat sur la table de façon décomplexée. Vraiment, merci à vous, chère mère. Merci encore de cette belle lecture et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amen. Merci beaucoup. Bonne suite d'émission à tous. Je vous en prie, chère mère. Bon week-end à vous surtout. Merci. Pareillement. Ok. Alors? Oui. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Oui, ça va, et vous-même, Dieu cher frère Claire Provédé? Merci, tout va très bien. Et la famille? Ça va, merci. Dieu merci. Donc, on va vous laisser votre... Ok. Oui, je ne sais pas si je peux prendre la parole maintenant. Oui, vous avez votre temps de parole. Ok, très bien. Merci, cher frère Claire Provédé. Merci à tous les EPV. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et félicitations à Patrick Hachi pour son élection, sa brillante élection à la tête de l'Assemblée nationale. Sur ce, je vais passer je vais me prononcer sur le deuxième sujet. Je crois que ce qui concerne les relations entre la Côte d'Ivoire et l'AES. Et oui, ça fait très très mal. Ça fait très mal car la justice ivoirienne, je crois qu'en retard de l'actualité de l'évolution des choses. Voilà des pays qui ont décidé qu'ils ne sont plus amis avec nous, qui sont plus frères avec nous, qui veulent plus d'un sec, ils veulent plus qu'on fasse les choses ensemble. Et malheureusement, les éleveurs qui sont chez eux, notamment les Maliens, sont chassés par les djihadistes. Résultat, ils se déversent sur la Côte d'Ivoire comme leurs frères agriculteurs qui s'entassent par des dizaines de milliers qui viennent surtout occuper le nord. Alors, pour les éleveurs maliens surtout, comment comprendre que oui, je sais que nos frères aussi sont complices, ça c'est pas faux. Mais en la réalité, c'est nos autorités, c'est la justice ivoirienne qui pose problème. Il faut simplement interdire l'entrée sur le territoire des transhumants, c'est-à-dire ceux qui se baladent avec leurs troupeaux tout au long de nos voies à travers tout le nord.
Pourquoi je le dis? On veut avoir notre sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire. Malheureusement, ces troupeaux, estimés de fois à 5 à 10 000 têtes, de passage détruisent toutes nos cultures. Souvent, même quand ils viennent s'installer dans un village ou à côté, ou entre deux villages, on peut aller jusqu'à 50 000 têtes. Vous comprenez que 30 à 50 000 têtes, leur passage ne fait que déjà par rapport à l'environnement, c'est pas bon, mais par rapport à nos cultures, il y a une destruction massive. Quand ils se retrouvent en justice, sinon quand les villageois en ont marre et qu'il y a quelques têtes qui malheureusement sont tuées, ceux-ci vont en justice, c'est-à-dire les transhumants vont en justice et porter plainte. Résultat, c'est eux qui gagnent. Il y a un village du nom de Massasso, c'est de la sous-préfecture de Fumbesso. Ça, c'est dans le Bafing chez Madame Blanc, donc département de Touba. Alors, ce village-là devrait être en procès le 12 janvier 2026 et ce village-là devrait payer 9 millions à ces transhumants. Moi-même qui vous parle, ne pensez pas que je prends la défense, mais chez moi ça s'est passé. Je ne dirai pas le nom de mon village aujourd'hui. Mais mon chef du village, qui était chef de canton, a failli être emprisonné à cause de ces transhumants. Un chef du village de la Côte d'Ivoire, un chef de canton se retrouve en prison. Et il y a un autre village qui se trouve à 20 km de mon village, dont le chef du village a fait des gardes à vue. Mais il faut que ça cesse, que les transhumants aient raison ou pas. Il faut interdire leur entrée sur le territoire purement et simplement. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. L'AES, ils ont créé leur zone, ils se baladent dans leur zone. Un point, un trait. Je vais m'arrêter là. C'est tellement révoltant. Merci. Et cher père, vous comprendrez que c'est aussi la corruption qui fait tout cela aujourd'hui. Ces étrangers peuvent se permettre de corrompre certaines structures de notre système et ça fait très mal. Et si nous, Ivoiriens aujourd'hui, cher père, je vous pose rapidement la question, est-ce que nos populations ne peuvent pas, n'ont pas un droit sur leur propre terre, de dire, bon, nous ne voulons pas que vous rentrez sur nos territoires. Est-ce que les populations n'ont pas ce droit? Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc on interdise. Si on doute de la loi parce que la corruption est un mécanisme qui empêche, mais au moins en tant que communauté villageoise ou bien communauté locale, nous avons un minimum de droits. C'est d'être au moins capable de donner au moins nos décisions sur nos terres ancestrales. Mais c'est ce que nous avions dit depuis longtemps. Parce que vous voyez ces pays, le Mali, le Burkina, ils savent ce qu'ils font. Ils produisent l'instabilité pour ne pas assumer la responsabilité de l'État dans leur pays. C'est quoi la responsabilité d'un État? C'est de s'occuper de la sécurité des citoyens. C'est de permettre un mieux vivre dans ces différents pays-là. Mais qu'est-ce que ces personnes-là font? Ils créent les coups d'État et l'instabilité dans leur pays en se disant, allez dans les pays où ça va bien et essayez de vous débrouiller là-bas. Tantôt, c'est les orpailleurs clandestins qu'ils versent sur nous. Tantôt, ce sont les transhumants des bêtes que vous connaissez. Tantôt, ce sont des gens qui viennent pour faire du braquage chez nous en Côte d'Ivoire. Et cher père, je peux vous dire que ce n'est plus acceptable. C'est le peuple et les Ivoiriens qui seront pris en otage dans leur village, en otage dans nos villes, en otage. On a vu en Côte d'Ivoire, lorsque le district est en train de brûler les quartiers précaires, les étrangers se levaient et à Port-Boueux, il y a eu même mort d'homme, je pense. Est-ce que des Ivoiriens peuvent se permettre cela au Burkina? Si nous ne nous réveillons pas, si nous ne prenons pas nos responsabilités, nous serons chacun dans nos villages pris en otage. Et ça, il sera trop tard. Et ça, il y a tellement de choses qu'on peut réveiller aujourd'hui. Et ça n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons décidé de démissionner de nos propres existences. Et la corruption passant vient aujourd'hui aussi pour mettre du vernis sur le mal que nous vivons. Et il est temps que tout cela puisse cesser. Et cher père, je suis plus que d'accord avec vous qu'il faut des décisions fortes, mais des décisions radicales. Vraiment, merci beaucoup.
Je vous remercie. Juste pour terminer, je souhaiterais que les ministres du Commerce et de l'Agriculture viennent se prononcer sur la situation du porc, car c'est intenable, qu'on dise aux parents que oui, le prix du cacao a augmenté et qu'en retour, ces acheteurs qui vont prendre à crédit viennent dire à nos parents planteurs, tiens, on n'a pas pu, et le cacao, le chargement n'a pas pu être déchargé, et c'est inacceptable. On souhaite que ces deux ministères-là, même s'ils sont démissionnaires, hein, vous savez qu'on attend le nouveau gouvernement, mais leurs représentants peuvent venir s'exprimer parce que la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, on ne peut pas accepter ces images de centaines de camions qui n'arrivent pas à décharger sous prétexte qu'ils n'ont pas de connaissement, un simple document, hein, ce qui est juste la carte d'identité de la cargaison pour pouvoir voyager dans le milieu maritime. Merci. Bonne soirée à tous. Et surtout qu'ils le fassent dans un français qui est accessible à tous les Ivoiriens pour éviter tout de suite en avant. Ce sera aussi très important. Et vraiment, merci beaucoup, cher patriarche. Merci infiniment de votre sortie. Et nous vous souhaitons une excellente soirée et un très bon week-end. Merci. Pareillement. Merci beaucoup. Je reste à l'écoute. Okay, merci bien. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la maman Tchangui. C'est avec elle que nous allons mettre fin au direct du jour. Et donc, elle va utiliser son temps. Et lorsqu'elle aura fini, on va vous dire merci. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, ça, c'est peut-être mon dernier mot pour clore l'émission. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui continuent de nous faire confiance. Après, on va redécouper ces émissions-là. Je vais les poster d'une manière beaucoup plus originale. Je vais regrouper toutes les thématiques. Mais je le ferai plus tard quand je serai revenu du travail. Voilà. Maintenant, hier, j'ai mis une vidéo. Ce sont des anciennes vidéos de Sorogium que j'ai mises sur la page. Et donc, comme ils ont coupé notre direct là, j'ai fait exprès pour balancer ça. Pour leur dire, chaque fois qu'ils vont couper nos vidéos, ils ont coupé nos pages TikTok là. Si vous voulez encore là, demain encore couper. Demain là, encore là, je vais faire encore d'autres vidéos encore. Et puis je vais poster. Tant que vous ne serez pas fatigué de nous attaquer là. Moi aussi là, je vais pas être fatigué de produire des vidéos pour attaquer votre Sorogium. Et je vais rentrer dans lui comme vous n'avez jamais imaginé. Donc là, il y a une vidéo qui est postée où c'est écrit Sorogium et ses sbires sont des dangers, quelque chose comme ça. Ça, c'était pour hier. Vous avez coupé notre vidéo là. Donc là, ce que vous n'aimez pas entendre là, moi j'ai ça par centaines comme ça là. Donc je vais reprendre et puis tout reposter. Et ça sera comme ça maintenant. Donc c'était une première manière. Et je vais demander à notre mère Sali de jouer ça sur TikTok. Là encore, ce que vous n'aimez pas là, vous allez entendre ça encore. Allô? Bonjour mon professeur 5 étoiles. Bonjour cher mère, comment allez-vous? Je vais très bien, vous? Dieu merci, tout va très bien. Et donc, j'ai dit hier là, j'ai fait la vidéo, j'ai posté. Et donc ça se trouve sur toutes nos pages, que ce soit TikTok, YouTube, Facebook, ça se trouve sur toutes nos pages. Voilà, donc vous pouvez la jouer comme vous voulez. S'ils veulent, ils n'ont qu'à couper. Alhamdulillah. Ils n'ont qu'à couper encore. De la manière, ils ne sont pas fatigués là. S'ils coupent là, on va aller là, tous les EPV, on va utiliser nos pages une à une. Nous, on n'a pas besoin. Mais on va faire ce que vous n'aimez pas là. Nous aussi, là, on va vous faire dégoûter de venir couper les pages des gens. Wallahi. Il n'ont qu'à faire EPV. On est parti dans l'Ascara, c'est eux. Comment allez-vous? Nous. Je vais très bien, professeur. Merci beaucoup. Merci, professeur. Je ne vais pas trop prendre ton temps. Bonjour à tous les EPV. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour ce samedi, pour ce week-end. Excellent week-end à tous. Et que Dieu nous fasse miséricorde et qu'il nous garde dans ses grâces. Professeur éclaireur, merci pour l'édito. Merci. Je n'ai pas vite pris en match parce que je ne savais pas. Comment tu sais, comment il doit aller faire frousserie de quelqu'un, non? Donc voilà. Donc j'étais en train de me, voilà. Donc je ne savais pas. Mais c'est pas grave. L'essentiel, je suis là. Voilà. Merci à notre maman, notre brave mère. Massata Blanc. Moubé qui a encore été fort d'après le campement. Il y a quoi dans la vérité que ne peut pas dire? En tout cas. Il y a quoi dans la vérité que vous ne voulez pas qu'on dise? Vous pensez que quand on se lève, on dit, Papa TV est l'homme de la situation là. C'est parce qu'on l'aime trop, ou bien c'est parce qu'il est du mort, ou bien c'est parce qu'il est comme ça. Hey! Le monsieur s'est déterminé de par son travail. Et nous lui faisons confiance. Parce qu'actuellement, là, c'est grâce à lui que nos parents sont tranquilles en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? C'est grâce à lui, actuellement là, que nos parents sont tranquilles. Actuellement là, nos problèmes le plus ardent en Côte
d'Ivoire actuellement là, c'est comment gérer la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est comment gérer l'ensemble de la justice en Côte d'Ivoire. C'est ça notre problème majeur d'abord. Développement là, nous on a trop vu. Actuellement, papa, de ce qu'il a déjà tracé là, on peut faire avec. Et puis continue de le faire. Donc de quoi vous nous parliez? Vous pensez que c'est parce qu'on dit, c'est le fils d'eux, c'est le frère d'eux, vous êtes encore dans ça? Nous là, c'est le Paraguay, on regarde. Papa Ado, pour mettre papa Tebo vice-président, et puis on va avancer. C'est lui qui va avancer, nous on avance. Tu ne veux pas avancer, tu changes de navire. Hey! Dieu nous a créé sur terre, on avait dit 1 à 1. Et on ira 1 à 1. Donc celui qui n'est pas content, dès maintenant, nous on veut connaître 2030 au fait. Nous on veut connaître 2030, là, comment ça va aller là? À quoi on doit avancer là? Nous on veut connaître ça. C'est pourquoi nous disons ici que nous là, TB ou rien. Oui. C'est nous on va d'abord. On n'a pas dit que les autres à côté là sont pas bons. On n'a pas dit ça. Parce qu'ils vont se succéder. Ils vont se succéder dans le pays là. Parce que c'est le RIDP seul qui a montré dans le pays là qui vient les Ivoiriens. C'est le RIDP seul qui a montré dans le pays là que tous les Ivoiriens doivent être un. C'est lui, c'est le RIDP seul qui nous montre ça. Mais on a nos cadres qui sont ils vont se succéder. Mais hey, la succession directe de Papa Adola, c'est Papa TBO. Vous pouvez parler tout ce que vous voulez. C'est voilà pourquoi nous on veut que ça soit rapide. Et puis on va se comment. Et puis jusqu'à ce qu'on va arriver en 2030. Car là nous donne toute santé, longévité. Car là donne santé, longévité à tous les EPV, les gens de vérité. Nous on n'est pas d'avoir une gnani là. Hein. Non, nous on n'est pas comme vous. Hein. Nous là, nous on en avance. Voilà, on vise devant. Nous on ne vise pas derrière, on vise devant. Et demain là, 2030 là se prépare dès maintenant. Voilà, là maintenant on connaît au moins ceux qui ont porté ceux qui ont double face là, ceux qui ont porté Boubou à l'envers, et puis ils portent Boubou et puis ils ont porté les vestes à l'envers là. On va tout connaître d'abord avant 2030, de quoi vous nous parliez. Et puis hey, c'est maintenant là même que Papa Tebo doit se mettre dans l'échauffement. C'est l'échauffement il doit faire jusqu'en 2030. Vous attendez que oui, quand il va venir au pouvoir maintenant, vous allez commencer à dire il doit commencer à faire ça dès maintenant pendant 2030. Vous avez compris? Je vous dis, le congrès des VIP là, quand notre très cher président de l'Assemblée nationale actuelle là, M. Patrick Hachi avait annoncé, TBO simplement là, toute la salle a crié, ouais, vous êtes bête ou bien quoi, vous ne réfléchissez pas ou bien quoi. Vous pensez que Dieu va descendre pour nous parler? Dieu même nous dit que c'est pas merci que vous savez que j'existe. Vous les êtres humains, vous ne pouvez pas réfléchir. Ah nous allez ça, professeur éclairé. Merci beaucoup, que Dieu protège professeur et tous les EPV, Papa Ado et tous ceux qui l'entourent. Que Dieu protège notre Côte d'Ivoire, ainsi que tous ceux qui sont de vrais cœurs avec la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège nos combattants vaillants qui sont dans les frontières, qui vraiment œuvrent au bien-être de la Côte d'Ivoire, qui vraiment bataillent pour la Côte d'Ivoire. On fait rien avec ceux qui disent gnani. Professeur, je m'arrête là. Excellent week-end à toi. Que Dieu te protège, bénisse tous les EPV. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Les EPV, nous sommes toujours dans l'anticipation. Et nos choix ne sont pas basés sur l'émotion. Nos choix sont basés sur la raison. Et nous expliquons clairement ce que nous disons. Contrairement à ceux qui sont dans les a priori, nous nous assumons en tout temps et en tout lieu. Et notre position là, si le président Ouattara n'est pas candidat en 2030, puisque lui-même parle des changements générationnels là, nous là, notre candidat pour être président en 2030, il s'appelle Ténébrema Ouattara. Les gens peuvent nous aimer, nous détester, hein, mais on n'a jamais caché. Maintenant là, c'est maintenant qu'il faut commencer à décomplexer le message. Si ça va marcher, ça n'a qu'à marcher. Si ça va pas marcher, faut pas ça va marcher. Mais nous, on va s'assumer. Les EPV là, la classe éclaireur pro-vérité, tout le monde a toujours su. C'est pour le respect et l'amour du président Ouattara qu'on se calmait. Voilà. Mais à partir du moment où le président même parle de changement générationnel, là, ça veut dire que le message est décomplexé aujourd'hui. Donc là, par anticipation, maintenant les arguments que nous évoquons là, nous souhaiterions trouver des gens qui peuvent valider ce que nous disons pour que nous puissions rentrer maintenant dans la thématique, dans les explications et surtout dans la confrontation intellectuelle. Mais déjà, on ne confie pas la sécurité d'un pays à quelqu'un qui est dans l'apprentissage. On ne donne pas la sécurité d'un pays à un apprenti, à un président apprenti. Et maintenant, là, je vous dis, quand vous regardez l'environnement sécuritaire et que vous faites une projection sur les 10 années à venir, là, la Côte d'Ivoire a plus besoin d'un sécurocrate à la tête de l'État que de toute autre compétence. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux sécuritaires ne vont pas être simplement limités à protéger des frontières à l'intérieur d'un pays.
Mais aujourd'hui, le monde qui change, les décisions et les réalités du monde qui sont fluctuantes, les choses peuvent glisser d'un bout à l'autre. Il faut aujourd'hui quelqu'un qui a de la constance. Il faut aujourd'hui quelqu'un qui a de la fermeté. Il faut aujourd'hui quelqu'un qui a de l'ambition basée sur une bonne capacité impersonnelle. Et ça ne s'enseigne pas. C'est-à-dire avoir envie de prouver mieux. Aujourd'hui, là, vous prenez TBO. On a un argument infaillible contre lui. Tu es le petit frère du président. Ne mets pas la honte sur ton grand frère. Et cet argument seul là suffit déjà pour le condamner à chercher. Il sera obligé de toujours chercher à faire mieux que son grand frère. Yes. Et donc là, nous, on a les arguments. Et on vous attend. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, sans animosité. Nous, on vous demande, là, que vous soyez de l'opposition, mais du RHDP, on est prêt pour ce débat là. On va vous donner argument contre argument. Maintenant, ceux qui veulent nous détester pour cela, c'est votre problème. Nous, on est prêts à cela parce que nous, on n'a jamais cherché aussi l'amour de quelqu'un. Mais nous, là, ce message-là, on va le décomplexer. On va le décomplexer. Que ça marche ou que ça ne marche pas, en tout cas, on va le décomplexer pour que on puisse mettre ça sur la table parce qu'on ne va pas choisir quelqu'un par improvisation. Il faut commencer déjà à préparer aussi le peuple et les militants. C'est vraiment très important. Et vraiment, chers mères, merci beaucoup. Merci pour votre abnégation. Merci pour votre détermination. C'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que vous serez la dernière personne à qui nous donnons la latitude de nous faire la conclusion. Et vraiment, merci infiniment. Merci, professeur. Que Dieu bénisse Papa Ado. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont autour de lui. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse nos forces de l'ordre. Que Dieu bénisse notre professeur éclairé pour vérité ainsi que tous les EPV. Professeur, je m'arrête là. Merci. Merci infiniment, chère mère. Puisse le Dieu de la grâce et de la miséricorde vous accompagner. Et que le mariage qui sera célébré soit un mariage qui sera béni. Amen. Apportera beaucoup de bonheur. Et qu'il nous permette de vivre suffisamment longtemps et qu'il nous accorde ses grâces. Amen, amen, amen. Excellent week-end à tous. Merci beaucoup.